Il est très important de savoir qui nous attaque pour mieux nous protéger, puisqu'on ne peut pas se protéger contre une menace quand on n'est pas bien conscient de ce que ça représente. En fonction du secteur d'activité de l'entreprise, ils vont avoir plus ou moins de menaces associées, des menaces étatiques. Je pense au secteur de la défense ou l'administration, vont pas avoir forcément toujours les mêmes menaces, même si la menace cybercriminelle touche tout le monde. Mais donc ça permet de se préparer et au moins d'être prêt en cas d'attaque. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de Sequoia pour découvrir les métiers de la CTI, l'acronyme anglophone pour Cyber Threat Intelligence, en français l'intelligence ou plutôt le renseignement sur la menace cyber. Et qui de mieux que mes deux invités du jour pour évoquer ce sujet passionnant. Je suis ravie d'accueillir à nouveau sur le podcast Livia Tibirna, analyste CTI chez Sequoia. Bonjour Livia. Bonjour Leslie. Et à tes côtés, j'accueille Nicolas Caproni, Head of Sequoia TDR Team. Bonjour Nicolas. Bonjour Leslie. Merci à tous les deux de participer à cet épisode qui est enregistré en partenariat avec l'entreprise Sequoia, un éditeur de logiciels spécialisé dans la détection et la réponse aux menaces cyber, qui est pour moi une des plus belles boîtes cyber de France. Dans cet épisode, on va découvrir les coulisses de votre travail qui permet d'anticiper les cyberattaques en identifiant notamment les groupes d'attaquants, leurs tactiques et leurs motivations. Et pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on prenne un moment pour expliquer vos métiers à notre audience. Nicolas, je t'ai présenté comme Head of Sequoia TDR Team. Je pense que pour le commun des mortels, c'est un petit peu difficile à comprendre. Je me range d'ailleurs parmi le commun des mortels. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, TDR, c'est Threat Detection and Research. Et donc, en bon français, on va être vraiment l'équipe de recherche sur les cybermenaces de Sequoia. On va être une équipe d'analystes, donc comme Livia, pour produire ce renseignement sur les cybermenaces pour notre plateforme Sequoia.io, pour aider à protéger nos clients. Et alors, quelle est ta formation pour faire ce métier-là ? Moi, j'ai une formation en sécurité des systèmes d'information. Ce qu'on disait avant de parler de cybersécurité. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la cybersécurité. Et au fil de mes expériences dans différents cabinets de conseil et différents même ministères, j'ai pu travailler sur ce renseignement sur les cybermenaces. Donc, il n'y a pas forcément de formation particulière, parce que c'est un métier qui reste assez neuf, la CTI. Et donc, dans ton équipe TDR, vous êtes combien ? Comment ça s'organise ? Alors, on est une vingtaine d'analystes qui ont des parcours assez différents. On a vraiment une équipe pluridisciplinaire. On a évidemment des ingénieurs en cybersécurité, donc des profils plutôt techniques, mais on a aussi des profils non techniques, donc plutôt stratégiques, géopolitiques, qui vont apporter le contexte sur la menace, parce qu'on va aborder la menace cyber sous l'angle technique et stratégique. Ça va être un de nos différenciateurs. Tu fais partie aussi de cette équipe, Livia, du côté plutôt analyse de la menace, c'est ça ? Tout à fait. Je suis analyste dans l'équipe TDR depuis bientôt 5 ans. Et je me spécialise notamment dans les menaces russophones, à la fois du côté des cybercriminels, donc les attaquants qui mènent des campagnes lucratives, mais aussi les attaques menées par des acteurs étatiques, donc des services de renseignement russes internes ou externes. Et donc j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de votre blason TDR. Là, je vois sur vos t-shirts, sur votre tasse, vous avez un renard et une pieuvre, un octopus. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce symbole ? Il y a peut-être 2 ans, on a créé ce badge pour un petit peu identifier l'équipe, un petit peu comme d'autres équipes de CTI peuvent avoir dans l'industrie cyber. Et nous, ça vient un peu de notre histoire parce que dès la création de TDR, qui date de 2020-2022, vraiment on a pris on a grandi, et donc on a modifié notre organisation et on a créé différentes squads, des sous-équipes dans TDR, comme on commence à être nombreux, et on commençait à chercher des noms de squads pour être un peu plus rigolo et un peu faire identifier les analystes à leur squad. Et donc on a itéré plusieurs organisations et il y a 3-4 ans, on est passé à un modèle à 2 squads, donc la squad Fox, qui va plutôt s'occuper des menaces cybercriminelles, donc tout ce qui est motivation financière, et la squad Octopus, qui est plutôt dédiée aux menaces APT, étatiques, para-étatiques, cybermercenaires. Donc toi, tu es le renard et Livia, c'est l'octopus, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Nicolas est plutôt le chef des renards et des octopus. Nicolas est le chef des renards et des octopus. Et après, c'est les analystes qui ont choisi un petit peu avec des générateurs de noms d'APT, parce que c'est un peu la mode dans la CTI de donner des noms d'animaux, enfin en tout cas au début de la CTI. Et donc on est reparti sur ce modèle-là pour créer les noms des squads. Et là, tu viens de prononcer le mot APT. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Donc APT, c'est Advanced Persistent Threat, et donc c'est un peu le nom commun qu'on utilise pour désigner les attaques étatiques, donc plutôt donc des États qui vont faire du cyberespionnage, du cybersabotage, et donc c'est plutôt des unités militaires ou des services de renseignement. Donc on ne prononce pas le mot attaque, dans ce cas-là on dit c'est une APT. C'est ça. Voilà, c'est un type de groupe, au lieu de dire cybercriminel, on dit APT, pour différencier un peu les deux types de motivation. Donc l'équipe TDR, c'est propre à Sequoia. Les autres entreprises n'ont pas forcément une équipe TDR. Pas une équipe TDR, mais ils ont d'autres noms pour donner un petit peu un nom marketing aussi à leurs équipes de recherche. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation d'équipe. Je précise que nous sommes à Rennes pour cet enregistrement dans les locaux de Sequoia. Et quelle est l'histoire de l'entreprise ? Pourquoi est-ce qu'on vous trouve à Rennes, notamment ? Donc Sequoia, en tant que produit, a été fondé à Rennes. Et donc après Sequoia, en tant qu'entreprise, a été créé en 2022, mais issu d'une autre boîte qui s'appelait aussi Sequoia, mais qui était plutôt orientée service, et qui a été créé en 2008. Et donc maintenant, on est pleinement un éditeur de logiciels, de solutions cyber, tech, 100% aussi en SaaS. Donc c'est un peu en mode cloud native. Et le but pour nous, c'est de démocratiser la détection, la réponse aux opérations cyber pour aider les entreprises de toute taille à se protéger. Qu'est-ce que vous vendez concrètement chez Sequoia aujourd'hui ? Quels sont les produits phares que vous commercialisez ? Notre produit phare, ça va être cette plateforme de détection et de réponse automatisée aux cyberattaques. Et le but, c'est de pouvoir proposer cette solution autant à des petites entreprises qu'à des multinationales. Et comme je le disais, c'est une solution native en cloud, SaaS, donc c'est-à-dire que c'est accessible en ligne avec un abonnement. Et donc ça permet très rapidement à une entreprise de se connecter et d'être protégée par nos services. Comment elle marche, votre plateforme ? Vous travaillez avec pas mal de partenaires, il me semble, pour agréger de la donnée, la rendre disponible à vos clients. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement ? Notre client cible, ça va être soit les grandes entreprises qui ont déjà des équipes SOC, donc des centres d'opérations cyber qui vont détecter et gérer les incidents. Et sinon, on va surtout passer des grosses entreprises. Et après, on va passer par des partenaires type MSSP, donc qui proposent à leurs clients des prestations de services en cybersécurité et notamment des prestations de SOC pour les aider à protéger leur infrastructure, leur réseau informatique. Et donc là, selon les partenaires, ils vont pouvoir adresser des petites PME, des mairies, mais aussi des grands groupes qui ont externalisé leur cybersécurité opérationnelle vers ces MSSP. Et alors, du coup, quand on installe Sequoia pour son entreprise, on a accès à plein de données qui permettent... Enfin, comment ça fonctionne exactement ? Est-ce qu'on reçoit des alertes en cas de tentative d'intrusion ? Le différenciateur de Sequoia, c'est de proposer dans cette plateforme de détection et de réponse, boostée par de l'IA et de la CTI, notamment. Une plateforme uniformisée, une interface unique avec aussi de l'orchestration pour automatiser la réponse. Et donc ça permet aux clients d'interconnecter, d'envoyer tous leurs logs de sécurité, toutes leurs infrastructures qu'ils ont déjà, leur EDR, leur firewall, tous les équipements de sécurité ou de réseau. Et ensuite, tout centralisé au même endroit, de lever des alertes, le moins d'alertes possible, mais de plus en plus pertinentes, et avec le maximum de contexte sur la menace pour ensuite que les partenaires ou le client lui-même puissent traiter ces alertes, réagir le plus rapidement possible en cas de cyberattaque. Et comment est-ce que votre travail en CTI s'intègre au sein de cette plateforme ? C'est l'équipe TDR de Sequoia justement qui vient créer cette base de données, cette base de connaissances en CTI qu'ensuite on sert à alimenter notre plateforme et qui donc va permettre de détecter des menaces. Ce qui permet à nos clients et à nos partenaires de manière très opérationnelle de détecter des menaces, de savoir qui les attaque pour réagir en conséquence, parce que la réaction ne va pas être la même en fonction de quel attaquant est derrière, quel malware a été utilisé, quelles techniques ont été utilisées, etc. Et ensuite, ça permet également aux décideurs, aux managers,
en amont de décider des ressources allouées, de prioriser les méthodes de protection, et donc d'avoir une stratégie plus claire et plus avisée en termes de protection contre les menaces cyber. Et alors, quelles sont les dernières évolutions majeures de l'entreprise que vous aimeriez partager ici ? Cette année, en 2025, il y a eu pas mal d'actualités. On a commencé en avril avec une nouvelle levée de fonds, une série B. Donc depuis quelques années, on a levé plus de 60 millions d'euros pour développer l'entreprise, donc les nouvelles features dans la plateforme, mais aussi une expansion internationale, parce que le but c'est aussi on est une solution française, européenne, mais on veut aller à l'international. Ensuite, il y a eu un partenariat annoncé lors des assises de la sécurité à Monaco avec Thales, pour aussi avoir un nouveau partenaire majeur à nos côtés, pour proposer à des clients critiques une plateforme souveraine. Et évidemment beaucoup de rapports de CTI qui ont été publiés sur notre blog et envoyés à nos clients, et de plein de nouvelles features fonctionnalités dans le produit. Ça bouge beaucoup chez Sequoia. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur vos métiers respectifs et sur Sequoia, j'aimerais qu'on repose les bases comme je fais d'habitude sur le podcast. Qu'est-ce que la CTI concrètement ? Dans quel cadre est-ce utilisé et pourquoi ? Donc la CTI, tu l'as déjà dit en début de cet épisode, c'est la Cyber Threat Intelligence. Donc c'est un terme anglais qui en français se traduirait le plus souvent comme renseignement sur les menaces cyber. Et la menace cyber, c'est quoi ? Alors il peut y avoir plein de définitions différentes. Ça peut être les acteurs, ça peut être les structures qui commandent derrière. Donc typiquement les services de renseignement, par exemple, quand on parle des APT, on s'intéresse beaucoup aux techniques d'attaque, également aux outils malveillants utilisés, les fameux malwares, mais aussi aux outils open source qu'on observe de plus en plus. On s'intéresse aux forums cybercriminels et aux autres plateformes où ils échangent pour préparer les attaques en amont ou pour vendre des données, pour s'échanger de bonnes pratiques. Donc ça va être en ensemble dans tout ça, analysé par des experts avec des backgrounds très différents, comme Nicolas le disait, avec des experts géopolitiques, en fonction des langues parlées, en fonction des régions d'intérêt, par des experts techniques qui vont faire de l'analyse en profondeur des malwares, des codes malveillants, qui vont faire l'analyse des techniques utilisées, et ensuite on va tous travailler ensemble, en binôme, voilà, en équipe, pour essayer de comprendre et d'avoir une vue la plus complète possible sur un attaquant, sur une tendance, sur un événement à protéger, etc. Le but pour nous, c'est de comprendre les attaquants, comment ils opèrent, comment ils fonctionnent, pourquoi, quelles sont leurs motivations, pour essayer de déjouer leur attaque. C'est vraiment ça notre approche, c'est de connaître l'attaquant pour mieux se protéger. Et c'est ce que font, on va dire, dans d'autres conditions et pour d'autres menaces, des services de renseignement intérieur pour déjouer l'espionnage d'autres pays ou d'entreprises. Alors depuis quand est-ce que ça existe, la CTI ? Si on fait un peu d'archéologie, c'est vrai que ça reste assez jeune par rapport à la cybersécurité ou la sécurité des systèmes d'information. Et historiquement, le premier rapport qui est sorti, c'était en 2013, le rapport sur APT-1, donc un rapport publié par Mandiant, une entreprise américaine qui faisait de la réponse sur incident, notamment aux États-Unis. Et donc c'était un premier rapport qui était sur APT-1, un groupe chinois, ou supposé chinois. Mais c'est la première fois qu'il y avait vraiment beaucoup de détails sur l'infrastructure, et même l'attribution formelle à un pays, et voire à une unité spécifique de l'armée populaire de Chine, avec des photos d'officiers, avec une attribution vraiment avec des noms d'officiers chinois. Donc c'est la première fois que ça sortait, et c'était vraiment structuré, même s'il y avait beaucoup de débats aussi à l'époque. Et ensuite, même ce rapport a été repris par le ministère de la Justice américain pour faire un premier mise en accusation, indictment, pour accuser formellement des officiers chinois de lancer des cyberattaques contre des entreprises. C'est clair que dès qu'il y a eu une intrusion informatique, il y a aussi un chercheur derrière pour analyser ça. Donc on peut dire que les bases de la CTI ont été déjà posées même avant les années 2000 potentiellement, mais en parallèle des attaquants qui se professionnalisent, effectivement la CTI s'est structurée également en plus après les années 2010. Et notamment dans le secteur privé. Et c'est les dernières années où on voit vraiment une professionnalisation qui part au-delà des profils ingénieurs plus techniques. Donc on commence à avoir des métiers pluridisciplinaires au sein de la même équipe. Qu'est-ce que vous allez regarder pour analyser une cyberattaque ou un comportement d'un groupe de cybercriminels ? Alors ça peut être très très complet. On va dire que ça dépend déjà de
est-ce qu'on s'intéresse à une attaque qui a eu lieu ou est-ce qu'on fait une analyse prospective pour comprendre un peu le fonctionnement d'un groupe d'attaquants et essayer d'anticiper ses actions. On va s'intéresser aux techniques d'attaque. Donc quand on parle de techniques d'attaque, on a l'habitude de parler de mitre-attaque. Donc s'il y a des gens qui travaillent dans le métier, ils vont comprendre très rapidement qu'il s'agit de cette chaîne d'infection qu'on divise par étapes, donc de la reconnaissance en passant par l'accès initial, par le mouvement latéral, pour ensuite arriver à l'impact souhaité. Donc un des impacts peut être le déploiement d'un ransomware et l'exfiltration de données, par exemple. Donc ça, on va s'intéresser à toutes ces techniques d'attaque parce qu'en plus, elles sont consécutives. Donc le but d'un analyste en CTI va être de comprendre le plus en amont possible les actions d'un attaquant sur cette fameuse chaîne d'attaque. Ensuite, on va s'intéresser aux malwares utilisés ou aux outils de tout genre utilisés. On va s'intéresser à la motivation des attaquants, qui ne va pas être la même. Donc ça, on a l'habitude de classifier les attaquants, les campagnes en fonction de leur motivation. C'est un grand classique dans la CTI. Donc on va parler des attaquants lucratifs qui mènent des attaques lucratives. Là, tout le monde connaît les ransomware, par exemple, ça en fait partie. Ensuite, il y a les APT, donc les acteurs étatiques qui sont là plus pour faire de l'espionnage, du sabotage également. Et de la déstabilisation. De la déstabilisation, de l'influence, de la désinformation. Et puis, on a aussi les activistes qu'on voit de plus en plus. Et voilà, activistes avec un H. Qui a un mot valise de hack, donc hack. Tout à fait. Et activiste. Quels outils utilisez-vous pour analyser ces schémas ? On a un mix d'outils qui viennent de nos partenaires ou alors qui sont développés par mes collègues en interne. Donc il s'agit des outils techniques ou alors des outils de traitement d'informations plus stratégiques. Oui, on utilise différents outils commerciaux, on va dire, qui vont nous permettre de trouver de la data intéressante, parce que c'est aussi ça, faire de la CI, on a besoin de data sur des nouveaux malwares, des outils. Donc on va, en source ouverte sur Internet, on va pouvoir trouver déjà pas mal de choses. Et ensuite, nous, on va développer un outillage maison pour aider les analystes à accélérer les investigations, faciliter le travail entre analystes techniques et non techniques, de se dire que tout le monde peut utiliser ces outils pour aller plus vite et comprendre une menace. Donc on peut avoir des outils de reverse engineering pour décortiquer un virus, un malware, mieux le comprendre. On peut avoir des outils pour écrire des règles pour détecter ces mêmes malwares et ensuite trouver des nouvelles variantes dans le temps. Donc on a un outillage assez conséquent. Et maintenant, on a aussi l'utilisation de l'IA qui peut nous aider aussi pour aller un peu plus vite. Par exemple, je pense au reverse engineering. Cette analyse des malwares, les attaquants l'utilisent pour développer leur malware, mais nous, on peut aussi l'utiliser pour décortiquer leur malware plus rapidement. Et ça fait gagner énormément de temps parce que c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps en fonction de la complexité du malware. Ça met combien de temps d'analyser un malware ? Selon le malware, ça peut prendre entre 10 minutes parce qu'il a pas beaucoup de couches de ce qu'on appelle d'obfuscation pour un petit peu cacher les fonctions du malware, jusqu'à plusieurs semaines parce que il a été bien fait et donc on a besoin l'attaquant va essayer de faire perdre du temps pour des choses inutiles, et donc c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps pour essayer de comprendre comment il communique avec son serveur ou des choses comme ça, s'il y a du chiffrement, comment on va pouvoir comprendre le chiffrement pour accéder à l'étape supérieure. Et donc ça peut être assez long. Et donc nous dans l'équipe on a trois reverseurs qui travaillent sur ces sujets. Pourquoi c'est important de savoir qui nous attaque aujourd'hui ? Il est effectivement très important de savoir qui nous attaque pour mieux nous protéger, puisqu'on ne peut pas se protéger contre une menace quand on n'est pas bien conscient de ce que ça représente. Mais surtout pour anticiper en fait. En faisant un profil de notre entreprise, de notre structure, on peut déjà se rendre compte de qui pourrait nous attaquer potentiellement, de faire un peu un profil type d'un attaquant potentiel, et donc prendre des mesures pour s'adapter à cette menace qui évolue tout le temps également. Donc d'où l'intérêt de se tenir à jour des campagnes d'attaque, du profil des attaquants, de leur motivation, des évolutions géopolitiques également. Et puis la technologie évolue beaucoup aussi. Maintenant, chaque entreprise, chaque structure étatique, publique ou privée, utilise beaucoup de technologies qui sont vulnérables également. Donc il est extrêmement important d'avoir en tête qu'il existe un écosystème entier de cybercriminels, des acteurs étatiques
qui eux aussi évoluent, qui sont à jour avec les évolutions du marché également. Donc pour se protéger, il faut avoir une vue la plus complète possible des menaces potentielles. Comment est-ce que vous faites pour attribuer une attaque à un groupe d'attaquants ? Quels sont les signaux qui vous permettent de le faire ? C'est une bonne question, la partie attribution. Donc c'est vraiment compliqué d'attribuer formellement. C'est pas forcément nous notre métier. Il y a selon les équipes de CTI qui travaillent pour un service de renseignement ou pour l'ANSSI, ça peut être dans leur attribution d'attribuer aussi les attaques. Donc après, nous on va se baser sur plutôt des faisceaux d'indices ça peut être lié à la victimologie, lié aux traces techniques qu'on va retrouver. La corrélation qu'on va faire entre une attaque passée et l'attaque qu'on observe maintenant pour essayer de faire des liens parce que dans le passé l'attribution était peut-être plus simple parce que des groupes des fois avaient des malwares associés un petit peu custom qui pouvaient développer maison et donc on pouvait facilement associer un groupe à un malware et donc maintenant comme le disait Livia il y a aussi beaucoup d'outils open source où les attaquants ils vont utiliser des outils légitimes disponibles sur GitHub, ils vont les télécharger et ils vont pas forcément les personnaliser, ils vont utiliser ça parce que ça fonctionne, ou même des outils commerciaux, des gens qui vendent des outils d'attaque et qui sont utilisés autant par des pen testers, des gens qui vont auditer la sécurité de façon légitime que par des attaquants. Et donc ça reste assez compliqué. Donc l'attribution technique est possible et après l'attribution ça reste aussi politique dans certains cas parce que c'est des États qui vont attribuer des groupes à des services de renseignement étrangers et c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, que ce soit aux États-Unis notamment, mais maintenant l'Europe et la France, des fois qu'on commence à attribuer formellement à des pays comme la Russie ou la Chine certains attaques. Et il y a eu un moment où les groupes d'attaquants ils revendiquaient aussi leurs attaques sur Twitter, Telegram. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait toujours ? Pourquoi il y a cette pratique alors qu'à côté vous essayez d'attribuer des cyberattaques et d'un autre côté il y a des groupes d'attaquants qui le disent ouvertement, c'est nous qui sommes à l'origine de cette attaque. C'est vrai que le terme attribution est un terme plutôt politique qui est réservé aux États et aux services de renseignement des États, là où les États occidentaux effectivement vont attribuer des campagnes d'attaque à des APT notamment, des pays adverses. Nous, on va plutôt parler dans le privé d'associations. Donc, on va associer une campagne à un acteur connu ou à un cluster d'activités déjà connu. Alors, les groupes étatiques, les fameuses APT vont très rarement revendiquer, voire jamais revendiquer des attaques, puisque l'objectif est effectivement de rester caché dans le réseau d'une victime le plus longtemps possible. Alors, soit pour faire du sabotage à un moment où personne ne s'attend, soit pour faire de l'espionnage et collecter du renseignement pendant un très long terme. En revanche, effectivement, il y a d'autres types d'attaquants qui revendiquent leur campagne. C'est notamment les activistes, puisque leur objectif, c'est d'être très visible et d'avoir un impact, mais qui sera un impact plus de visibilité sur la victime. Donc là, on les a vus. Pour une cause, donc ils veulent rendre leur cause publique, c'est ça, les activistes. Alors historiquement, effectivement, c'était ça. Ensuite, en fonction de l'actualité internationale, on a vu émerger des groupes d'activistes qui ensuite ont été attribués avec une confiance moyenne à des services de renseignement de certains pays. Donc voilà, aujourd'hui, on peut aussi se dire que c'est des acteurs qui coopèrent potentiellement avec des APT ou des services de renseignement afin de pousser des narratifs qui sont conçus à haut niveau dans des pays adverses. Et ensuite, il y a d'autres types d'acteurs qui vont revendiquer leurs attaques, comme les ransomware, par exemple, qui ont pour objectif de faire payer des rançons par les victimes. Donc là, pour obtenir ça, ils vont revendiquer des attaques pour dire voilà, nous menaçons de publier les données qu'on a exfiltrées de vos réseaux si vous ne payez pas ça. Donc c'est une pression de plus sur les victimes qui veulent éviter ça à tout prix. En quoi est-ce que ça aide vos clients d'avoir accès à vos analyses sur les groupes d'attaquants, leurs tactiques et leurs motivations ? Dans notre contexte qui est plutôt lié à la détection des attaques, c'est vraiment important d'avoir le contexte qui est associé. Et donc c'est pour ça que nous, notre CTI, le but c'est qu'elle soit le plus contextualisée possible techniquement ou stratégiquement, parce que ça va pouvoir aider le défenseur de savoir par rapport à la menace auquel il est confronté, si c'est du phishing ou si c'est un malware utilisé plutôt par un État pour de l'exfiltration, il va pas avoir la même réponse à adopter.
Et donc ce contexte est vraiment très important de savoir. Donc même si on va pas jusqu'à l'attribution à un groupe ou un pays, parfois de savoir quelles sont les motivations, comment est l'outillage, ça va être très important pour lui pour faire une réponse adaptée à cette menace et escalader, faire une gestion de crise s'il y a besoin. Donc c'est vraiment dans ce contexte détection que nous on va rendre utile ces informations sur la CTI. Et après on a d'autres clients qui sont eux purement intéressés par ce renseignement parce que on a des clients qui ont que accès à notre CTI par exemple. Et donc eux ils vont être intéressés par les rapports qu'on peut publier, les fiches sur les attaquants, sur les malwares pour parce que ça prend du temps. Là, le travail des analystes quotidiens, c'est aussi de faire de la veille, de capitaliser. Il y a les investigations, les enquêtes évidemment, mais il y a beaucoup de travail un petit peu de fond. Et ça, toutes les équipes de cybersécurité n'ont pas le temps de le faire. Ils sont sur des problématiques opérationnelles et nous, on leur fait gagner du temps aussi en faisant cette veille et cette capitalisation sur les menaces. Ça leur permet de se préparer aussi à de potentielles attaques et de mieux se protéger. Exactement, parce que selon, comme disait Livia, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, ils vont avoir plus ou moins de menaces associées, des menaces étatiques. Je pense pas au secteur de la défense ou au secteur où l'administration vont pas avoir forcément toujours les mêmes menaces, même si la menace cybercriminelle touche tout le monde. Mais donc ça permet de se préparer et au moins d'être prêt en cas d'attaque. Dire on connaît au moins cet attaquant, on a lu des rapports sur cet attaquant avant, on a mis en place des solutions de détection qui sont adaptées à ce type d'attaque. Est-ce que vous avez justement un ou deux exemples d'investigations récentes à partager ? Oui, on publie régulièrement sur notre blog des rapports qui sont en amont envoyés à nos clients et qu'on publie parfois sur notre blog. Donc récemment, on en avait publié un sur un groupe d'attaquants APT36. Et donc là, APT36, c'est plutôt un groupe pakistanais qui cible des intérêts indiens. Là aussi, le contexte géopolitique est important parce que il y a un contexte depuis très longtemps entre le Pakistan et l'Inde. Donc on sait que ce groupe-là particulier cible plutôt les ministères indiens pour collecter du renseignement. Et donc on avait découvert une nouvelle campagne utilisant un nouveau malware. Et donc c'était intéressant un petit peu d'investiguer sur cette menace parce que on a des clients un petit peu partout dans le monde, donc ça peut être intéressant. Et en même temps de pouvoir fournir du renseignement stratégique sur un changement de ce qu'on appelle de TTP, de tactique, technique et procédures utilisées par l'attaquant. Donc quels sont vraiment ses moyens d'attaque qui évoluent. Et donc là, on s'était rendu compte qu'il avait développé un nouveau malware un peu personnalisé, ce qui changeait un petit peu d'habitude des autres attaquants qui utilisaient des outils légitimes ou sur étagère, sur GitHub. Et donc là aussi, on s'est rendu compte que sûrement que son malware avait été développé avec de l'IA, avec des LLM classiques, parce qu'on avait reconnu des erreurs ou des choses qui étaient complètement absurdes dans le code. Et donc c'était intéressant de voir que maintenant les attaquants s'adaptent aussi. Et d'une campagne à l'autre, ils peuvent redévelopper des petits malwares rapides grâce à l'IA pour finalement aussi passer sous les radars des systèmes de détection. Parce que tout ce qui est nouveau, c'est plus compliqué de le détecter. Et à quel moment, du coup, un groupe d'attaquants pakistanais qui cible l'Inde a un rapport avec nos entreprises en France ? Bonne question. Ouais. Après, on peut avoir des intérêts. La France a des intérêts, par exemple, commerciaux avec l'Inde sur le domaine de la défense. Donc c'est vrai que ça peut intéresser nos clients cette partie-là. Ça peut intéresser des clients étatiques, mais aussi des entreprises privées qui travaillent dans ce secteur. Et après, finalement, la victimologie de APT36 c'est plutôt en Inde sur des ministères. Mais après, pour atteindre leurs objectifs, ils pourraient très bien cibler des sous-traitants ou des entreprises qui fournissent des services au ministère de la Défense indien. Donc finalement, la menace, c'est compliqué de se dire qu'elle va se limiter à un pays. Donc nous, ça nous intéresse aussi. Et ça intéresse certains de nos clients sur ce sujet-là en particulier, d'avoir cette vision sur des APT à l'autre bout du monde. Vous aviez un deuxième exemple à nous partager ? Oui, un deuxième exemple, c'était sur une campagne plutôt qui ciblait le secteur hôtelier. Et notamment la plateforme Booking.com, qui est aussi la cible des cybercriminels. Donc là, c'était plutôt motivation lucrative. Le but pour certains groupes cybercriminels, c'est de compromettre des comptes liés à des hôtels sur Booking.com ou sur d'autres plateformes, pour ensuite faire du phishing pour les clients de ces hôtels qui ont des réservations. Et donc ils accèdent au compte des hôtels et ensuite ils renvoient des messages pour dire le paiement est pas passé. Et ensuite là ça c'est plutôt des particuliers. C'est les particuliers qui sont ciblés. Donc ça montre aussi que la CTI, on s'intéresse aussi donc le particulier repaye, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et donc il va repayer une deuxième fois.
Et en même temps, on se rendait compte aussi que le but, c'était aussi de déployer des malwares aussi sur les victimes. Donc après, ça pourrait permettre de faire d'autres fraudes par la suite. Et puis des fois, finalement, les gens qui utilisent Booking, ça peut être des professionnels dans des entreprises. Et nous, on avait détecté, finalement, chez nos clients, il y avait eu certains de ces mails de phishing, on les a vus passer dans nos systèmes de détection. Et donc, on avait des alertes chez nos clients. Parce qu'on a des clients dans ce secteur-là, ça nous permet de découvrir ça aussi. Vos clients, donc, c'est les hôtels, là, dans ces cas-là. Voilà, dans ce cas-là, c'était plutôt les hôtels, ouais, exactement. Et donc, ils ont pu... Voilà, et dans leur log, on avait vu qu'il y avait des mails de phishing qui étaient passés, parce que c'est ce qu'on avait retrouvé dans nos investigations. Et donc, on a pu les avertir aussi pour qu'ils puissent mettre en place d'autres mesures de détection et prévenir leurs clients, quoi. Voilà, j'avais demandé, est-ce qu'ils ont prévenu les particuliers qui, eux, sont finalement les victimes finales. Exactement. Ouais. Bon, merci pour ces 2 exemples. Alors, étant donné les précieuses connaissances dont vous disposez chez Sequoia, est-ce que vous êtes amené à travailler avec les autorités publiques comme Europol ou le FBI pour aider justement à l'arrestation de certains cybercriminels qui ont été identifiés? On a l'occasion effectivement de travailler avec les forces de l'ordre françaises ou européennes sur des différents sujets de cybercriminalité ou autres. J'ai en tête Endgame, par exemple, qui est une opération de coopération judiciaire internationale entre plusieurs pays européens, mais pas que, sur plusieurs codes malveillants. Donc, il y a plusieurs itérations déjà. La dernière date il y a moins d'un mois. Nous avons travaillé également avec les forces de l'ordre françaises là-dessus. Donc, ça permet de partager des connaissances sur des codes malveillants qui sont distribués chez des victimes pour qu'ensuite les forces de l'ordre puissent faire des actions de démantèlement de ces codes malveillants. On est également partenaire d'Europol, sur plusieurs volets, notamment je pense au groupe de travail dont on en fait partie, sur des sujets spécifiques en fonction de l'actualité, en fonction des priorités, de nos priorités ou des priorités des équipes d'Europol. Encore une fois, très souvent en fonction de l'actualité également. Et donc, c'est des cadres de travail, c'est des plateformes où les chercheurs et les forces de l'ordre se rencontrent pour se partager les connaissances, pour se mettre à jour, pour confronter des hypothèses. Et c'est précieux, c'est enrichissant des 2 côtés. Donc, il y a un partage d'informations qui se fait dans la cyber, c'est très important. Est-ce que tu peux nous reparler de Endgame? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc oui, Endgame, c'est une opération d'Europol pour démanteler certains malwares les plus utilisés par les cybercriminels. Et donc nous, notre rôle, c'est de fournir un peu ce renseignement technique par rapport à ce que nous on voit, ce qu'on comprend des malwares, comment on les analysait, d'identifier les serveurs de command and control. Donc c'est là où sont hébergées les plateformes utilisées par les attaquants pour contrôler le malware et faire des opérations sur les systèmes des victimes. Et donc le but pour eux, ça va être de démanteler ensuite, de faire des shutdowns de ces serveurs, les fermer, et comme ça paralyse les attaquants, et aussi de les arrêter. Bon, ça c'est plus compliqué, parce qu'il va falloir des fois les arrêter dans des pays qui sont pas forcément très coopératifs, mais en tout cas ça permet de ralentir l'activité cybercriminelle. Et donc on constate souvent une baisse d'activité des malwares qui peuvent des fois revenir, ou alors il y a des nouveaux malwares qui émergent. Bon, ça c'est le jeu du chat et de la souris avec les cybercriminels. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, un axe important pour la cyber en général, coopération publique-privée, parce que tout seul, on peut pas. Nous, on peut détecter chez nos clients, mais c'est quand même mieux de pouvoir taper directement chez les cybercriminels pour limiter leurs actions à l'origine, en fermant leurs serveurs et en les arrêtant. Donc c'est vrai que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et Livia, on s'était vu il y a 2 ans et demi. À l'époque, c'était le début du conflit russo-ukrainien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Si tu peux nous remettre un petit peu en contexte. Effectivement, je pense qu'on parlait pas mal de la professionnalisation des attaquants à ce moment-là, notamment quand on parle des cybercriminels, donc tout ce qui est campagne lucrative et notamment les ransomware. Alors ça a évolué depuis, puisqu'on a eu pas mal des actions de force de l'ordre. À côté, on a eu pas mal de fuites de données aussi, de fuites de codes malveillants. Donc le marché s'était décentralisé un peu depuis. En même temps, l'intensité des campagnes ne fait qu'augmenter dernièrement. Ensuite, on peut parler aussi des activistes. Donc, on a vu de plus en plus depuis ces groupes qui revendiquent des attaques qui sont techniquement pas sophistiquées, mais qui sont censées être très visibles et notamment alignées à l'actualité internationale dans le contexte de la guerre en Ukraine, notamment. Donc là, on va parler des groupes activistes pro-russes si on reste sur le territoire européen. Et ensuite, il y a tout cet écosystème des acteurs étatiques
qui continue d'être très présent. Donc, encore une fois, on peut parler des groupes étatiques russes, les APT, APT-28, APT-29, etc., qui sont rattachés à des services de renseignement. Ce qu'on voit, c'est qu'ils coopèrent de plus en plus d'entre eux. Donc, le mot d'ordre en ce moment serait que chacun doit mettre sa pierre à l'édifice pour coopérer et atteindre les objectifs stratégiques qui viennent de l'administration à Moscou. Ensuite, on sait que les services de renseignement sont des services qui utilisent le renseignement humain aussi énormément, avec l'explosion des diplomates après 2022 notamment. Donc cette capacité a été légèrement perturbée, voire fortement perturbée. Donc c'est depuis qu'on voit beaucoup de campagnes hybrides. Là, on va parler des campagnes de sabotage, on va parler des campagnes de désinformation, déstabilisation, des campagnes cyber. Donc ça en fait partie. C'est pas nouveau, mais les campagnes cyber sont vraiment aujourd'hui vues comme un élément inhérent, un élément qui est intrinsèque à ces campagnes hybrides. On voit également qu'au sein même des services de renseignement, donc on peut évoquer par exemple le SVR, qui est le service russe de renseignement extérieur, qui au sein même des structures qui font des campagnes cyber, il y a également des capacités de désinformation. Donc ils développent des plateformes de désinformation pour ensuite mener des campagnes et pousser des narratifs en Europe. Donc voilà, on voit que les campagnes sont de plus en plus sophistiquées, mais surtout qu'aujourd'hui, ils déploient des techniques très variées. Donc aujourd'hui, on parle vraiment beaucoup des campagnes hybrides. Un développement intéressant qu'on a vu dans la presse il n'y a pas très longtemps, donc on n'en sait pas plus, mais les services russes prépareraient en ce moment une loi qui obligerait les chercheurs et les entreprises privées de déclarer les vulnérabilités trouvées dans des outils développés en Russie ou à l'étranger, donc les déclarer à l'État russe avant de les déclarer aux éditeurs. C'est quelque chose qu'on a déjà observé en Chine il y a plusieurs années. Donc en Chine, après cette loi, on a vu une explosion des vulnérabilités exploitées par des acteurs étatiques. On peut s'attendre à cela. Donc si cette loi passe en Russie, ça c'est un développement récent assez intéressant. À côté, l'attribution est de plus en plus difficile puisque, et là je parle de la Chine encore une fois, on voit que les services de renseignement, alors qu'ils continuent de passer par des APT pour mener des campagnes cyber, ils passent également de plus en plus par des entreprises privées avec lesquelles ils font des partenariats. Et donc là, c'est l'attribution derrière est plus compliquée. Et puis juste comprendre qui se cache derrière une attaque, techniquement, devient un peu éprouvant. En quoi cette guerre cyber que mène aujourd'hui la Russie dans le cadre du conflit russo-ukrainien nous concerne, nous, en Europe occidentale? Alors, le terme de guerre cyber est un terme intéressant puisqu'au final, ce sont des campagnes qui ont toujours été là, des campagnes d'attaque plus ou moins visibles, plus ou moins intenses. Mais les campagnes cyber, c'est un peu le fond de ce qui se passe par ailleurs. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une guerre cyber qui aurait commencé en 2022 ou avant ou après. Les opérations cyber sont un peu toujours là. Les attaquants restent dans les réseaux pendant 1 an, 5 ans, 10 ans. Donc c'est plutôt l'intensité et les objectifs derrière qui vont varier. Et donc en quoi ça nous impacte, nous, en France par exemple, on est considéré comme l'un des pays les plus attaqués au monde. Est-ce que c'est parce que la Russie nous attaque? Quel est le lien? Alors là, ça va dépendre beaucoup aussi de la typologie des attaquants. Donc quand on parle de ransomware, il faut garder en tête que ça reste tout de même des attaques et des campagnes lucratives. Certains liés ont pu être établis par le passé entre des groupes cybercriminels et des services de renseignement ou des APT, mais ça reste une exception, je dirais. Donc c'est pas la règle dans le milieu. Globalement, la France fait partie d'un groupe de pays qui sont le plus développés au monde. Donc les ransomware, c'est plutôt un grand classique. Ils s'attaquent à des entreprises qui sont basées dans des pays développés puisque tout simplement ils ont les moyens. Déjà, ils ont une activité importante, une chiffre d'affaires importante et les moyens de potentiellement payer une rançon. Ensuite, c'est clair que la France a été également présente sur la scène internationale et diplomatique dernièrement, donc notamment tout ce qui est en lien avec la guerre en Ukraine. Et ça, on l'a vu avec les groupes activistes, par exemple. Donc,
des groupes comme des Dossiers, No Name. Je pense que ça parle de plus en plus à tout le monde. Ils annonçaient leurs victimes parce que eux, ils ont une communauté de personnes qu'ils appellent donc ils appellent cette communauté à attaquer des cibles d'intérêt, et les cibles, on les voit apparaître tous les jours, sont vraiment fortement liées à l'actualité internationale. Donc évidemment que voilà, quand un haut responsable politique français fait une déclaration de livraison d'armes ou voilà une invitation à la coopération internationale, si on prend encore une fois l'exemple de l'Ukraine, on voit que ça devient une cible immédiatement de ces groupes-là. Et moi, j'avais une question quand même sur les ransomware. Où va l'argent après? À quoi il sert l'argent qui est récolté via les campagnes de ransomware? On ne va pas forcément aller jusqu'à suivre l'argent pour voir où il est dépensé. Alors derrière les ransomware, c'est souvent des individus qui cherchent à se faire de l'argent, ou alors des groupes organisés. Donc ce qu'on sait, c'est que ça va dans le porte-monnaie de ces individus. Ensuite, ce qu'ils en font. En fait, je trouve ça intéressant de se dire, mais qu'est-ce qu'on finance en fait en payant une rançon? Il y a plein d'entreprises qui se posent pas la question, qui payent la rançon en se disant, au moins je récupère mes données, je redémarre. Et puis, j'en parle pas trop parce que j'ai peur pour l'image de mon entreprise. Mais voilà, savoir vraiment qu'est-ce qu'on finance derrière, je pense que ce serait important pour sensibiliser aussi ces entreprises à ne pas payer la rançon. En tout cas, c'est clair que c'est un marché qui, quand il fonctionne bien et que tout le monde derrière dit que le marché des ransomware ne fait que grandir, derrière d'autres cybercriminels sont potentiellement incités à rejoindre ce marché. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est d'ailleurs le type d'attaque le plus redouté toujours aujourd'hui, le ransomware, ou est-ce qu'il y a d'autres types d'attaques qui sont apparues depuis qu'on s'était parlé la dernière fois et qui sont autant redoutables aussi, peut-être pour d'autres raisons? Alors là, ça va dépendre de la visibilité qu'on a, de la typologie des clients qu'on a, de comment on calcule ce top des menaces les plus redoutées. Si on parle des entreprises et des entités, publiques ou privées en termes de nombre d'attaques, effectivement, le ransomware peut être considéré toujours comme la menace numéro 1. Ensuite, il y a les infostealers qui sont également très présents et qui représentent l'étape d'avant les ransomware. Donc, les infostealers, c'est des logiciels, des outils malveillants qui sont déployés sur le réseau d'un victime pour obtenir des identifiants le plus souvent, mais aussi d'autres informations d'intérêt. Ensuite, si on parle des campagnes d'espionnage à très haut niveau, on en voit moins, parce que il y en a moins en volume, mais aussi parce qu'ils sont plus furtifs, on les voit pas tout de suite. Ensuite, l'impact est très important également. Donc voilà, ce type de classement peut être parfois même contre-productif à faire, parce qu'il n'y a pas une attaque ou un type d'attaque plus important que d'autres. Ça va dépendre de la typologie de la victime, ça va dépendre de qui on est, quels actifs on a intérêt à protéger au sein de notre organisation, au sein de l'État, au sein d'un ministère. Voilà, les intérêts ne vont pas être les mêmes et donc les menaces à prioriser et les impacts ne vont pas être les mêmes non plus. Et quels sont les objectifs des attaquants en 2025 par rapport à ce qu'on a pu observer dans les années précédentes? Moi, je pense que les objectifs des attaquants évoluent pas forcément beaucoup. Les motivations, comme on l'a rappelé, les motivations lucratives, l'espionnage, le sabotage, ça reste les principales motivations qui évoluent en fonction de l'actualité internationale, des différentes tensions qu'il peut y avoir entre différents pays. Mais ils évoluent peu depuis 10 ans ou 15 ans que je peux voir un petit peu la cybersécurité évoluer. Il y a toujours plus d'outils, plus de démocratisation des outils pour les cybercriminels. C'est beaucoup plus facile maintenant d'attaquer sans avoir un niveau technique très avancé, avec tous les outils disponibles sur GitHub, plusieurs fois que je le dis, mais voilà, qui sont des fois développés par des gens de la cybersécurité, mais qui sont ensuite utilisés par des attaquants, mais aussi évidemment l'IA qui va permettre de développer des choses. Même si certaines IA sont protégées pour pas développer des choses malveillantes, on peut bypasser certaines protections, contourner ces protections pour faire en sorte que l'IA développe des codes malveillants qui fonctionnent. Donc c'est plutôt ça qui va évoluer, c'est surtout la facilité par laquelle on peut maintenant évoluer vers ce type d'activité. Et donc c'est-à-dire que la surface d'attaque côté attaquant est vraiment de plus en plus grande, de plus en plus d'attaquants. Et l'outillage, plus de techniques différentes. Et en même temps, en parallèle, on peut quand même rassurer dans le sens où, comme nous on le fait chez Sequoia,
on voit aussi émerger de plus en plus d'équipes, de SOC, de plus en plus d'entreprises ont ces moyens de détection. Et donc finalement, le niveau quand même s'améliore avec différents niveaux techniques, mais les législations aussi qui apparaissent. Et justement, j'allais te demander à quel point c'est nécessaire d'avoir un SOC, de disposer des outils comme ce que vous proposez chez Sequoia aujourd'hui pour une grande entreprise. Est-ce que tout le monde devrait se doter de ce type d'outils pour faire face à la menace grandissante? C'est pas pour être commercial, mais oui, c'est malheureusement, mais c'est le cas depuis de nombreuses années. Si on surveille pas ce qui se passe sur nos réseaux, on pourra jamais détecter une attaque. Donc évidemment, il y a des attaques qui sont visibles, comme les activistes, les attaques par déni de service, et donc on va voir que le site vitrine de son entreprise est tombé. Donc là, la détection est pas forcément pertinente, mais par contre, un ransomware, si on le détecte que quand les données sont publiées sur le site du groupe de ransomware, c'est trop tard. Donc le but, c'est de détecter le plus en amont possible, et c'est ça le besoin qu'ont les entreprises maintenant. Grâce à un SOC, ça va être de détecter le plus en amont possible les attaques et les bloquer avec différents outils de sécurité. Parce qu'avant, on pouvait parler d'antivirus, maintenant c'est les EDR. Maintenant, on parle de SOC plateforme, de XDR. On a besoin d'avoir le maximum de visibilité sur ce qui se passe sur les réseaux, sur ce que peuvent faire les utilisateurs pour détecter. Si quelqu'un a cliqué, c'est pas grave. Si on l'a détecté rapidement, on va pouvoir bloquer son compte, changer son mot de passe, nettoyer son PC. Mais le but, c'est de détecter le plus rapidement possible pour éviter d'arriver jusqu'au ransomware ou une attaque qui prendrait 1 an, et avec toutes les données stratégiques de l'entreprise qui seraient exfiltrées vers un pays étranger. Donc là, ces dernières années, moi j'ai l'impression qu'on est passé d'une logique de réaction face à une attaque à une logique d'anticipation. Vous trouvez qu'il y a eu une évolution vraiment dans la sensibilisation des entreprises, le but, là, c'est qu'on parlait de chaîne d'attaque, d'arriver à détecter le plus en amont possible. Détecter déjà un phishing, finalement, c'est le prémisse d'une attaque qui pourrait être un ransomware. Donc c'est pas trop tard, même si on a cliqué, c'est pas trop tard. Exactement, c'est ça aussi. Il faut pas non plus. On entend souvent parler le maillon faible, c'est l'humain. Non, c'est pas forcément l'humain. À côté, on a des systèmes techniques, on a des équipes dédiées, et il faut les utiliser pour aider, parce que tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui va cliquer, si on sensibilise ou pas. Il y aura toujours quelqu'un qui va cliquer, ou des fois il y a des choses qui sont faites sans clic non plus. Donc c'est vraiment compliqué. Et donc la détection et la surveillance, c'est super important de voir ce qui se passe sur nos réseaux, quoi. Est-ce que la prochaine étape, c'est pas aussi d'aider les particuliers à faire face aux attaques au quotidien? J'ai l'impression que, en tant que particulier, on est parfois démunis. On reçoit plein de SMS, de fausses livraisons. Il y a la fraude bancaire, les mails de phishing. Qu'est-ce qui devrait être mis en place? Est-ce qu'on se préoccupe un petit peu de ces sujets-là? Côté TDR, nous, on a étudié plusieurs fois ces menaces de SMS. De phishing, le smishing, donc avec les faux colis. Donc on nous envoie vers. Ensuite, il faut payer pour aller le récupérer dans un relais. C'est une petite somme, et les gens, tout le monde attend un colis chaque jour maintenant. Et donc c'est des choses qui sont, et on voit que c'est industrialisé. Donc on avait fait une étude il y a quelques années où on avait tout un écosystème chinois cybercriminel, ça venait de là-bas, avec des applications malveillantes qui permettent aussi on reçoit des SMS de numéros qui sont pas forcément malveillants, c'est peut-être des gens qui ont été compromis sur leur téléphone et qui envoient ensuite des SMS à tout leur carnet d'adresse. Là, on avait fait une étude aussi sur, grâce à nos honeypots, nos pots de miel pour détecter les attaquants, les piéger, et essayer d'analyser leur qu'est-ce qu'ils font sur notre système qu'on a rendu qu'on a laissé vulnérable pour l'étudier. On avait détecté des routeurs qui permettent aux opérateurs de lancer d'envoyer des campagnes de SMS qui étaient vulnérables. Et donc, il y a des attaquants, ils utilisent ces routeurs vulnérables pour envoyer des SMS de smishing en Belgique, en France, aux Pays-Bas, adaptés au contexte. Selon les pays, c'est pas forcément les mêmes types de phishing par rapport aux services qu'ils utilisent. Et donc, on voit, ils utilisent tous les moyens possibles pour ça. Et donc, nous, on permet de sensibiliser sur ces questions-là, mais on peut aussi fournir ce renseignement à des opérateurs téléphoniques, à des fournisseurs d'accès Internet qui peuvent, eux, je pense, bloquer en amont. Le but, ça serait quand même de bloquer en amont ces campagnes, mais Mais on tout peut le monde, rien faire. mais tout le monde essaye de faire de son mieux, mais c'est pas encore parfait. Et les forces de l'ordre peuvent pas non plus faire dès qu'il y a des victimes françaises, ils s'intéressent au sujet, et on peut essayer de les aider, nous. Mais c'est vrai qu'après, c'est opéré depuis l'étranger, donc c'est là où la coopération internationale devient super importante. Mais avec certains pays, il n'y a pas forcément de coopération très facile. Donc on tourne un petit peu en rond
sur certaines menaces, mais quand même des efforts sont faits pour améliorer, je pense, la sécurité aussi pour les particuliers. Alors, c'est bientôt la fin de cet épisode. Et pour conclure, j'aimerais savoir comment vous voyez-vous l'avenir de la cybersécurité, comment ça va se développer dans les prochaines années? On vit dans un monde de plus en plus connecté, donc moi je dirais que tout le monde est concerné, particuliers comme entreprises, collectivités territoriales, agences étatiques, etc. Il faut être conscient que même si on pense que nos données ne sont pas de grand intérêt pour tel ou tel acteur, on est aussi employé d'une entreprise, on est aussi élève d'une école, on est aussi fonctionnaire d'un tel ou tel établissement. Donc aujourd'hui, quand nos usages professionnels et personnels sont si mélangés, il est aussi important de garder ça en tête. Il faut avoir une hygiène numérique correcte, puisque une intrusion sur nos réseaux personnels peut mener à une intrusion de très haut niveau qui peut impacter notre entreprise ou voilà, notre employeur. Ensuite, sensibiliser tout le monde dès le plus jeune âge, évidemment. Dès le plus jeune âge, ça c'est important, oui. Et voilà, être conscient, sans faire peur, mais être conscient des risques associés et se dire que personne n'est à l'abri et que il faut faire attention à son comportement sur Internet. Moi, je pensais sur la partie intelligence artificielle. Bon, c'est un sujet, c'est un peu le sujet du moment. Donc, il y a des risques qui sont identifiés liés aux données qui sont utilisées par ces systèmes d'intelligence artificielle. Mais on se rend compte que les attaquants l'utilisent de plus en plus pour finalement faciliter leur travail. Et ça démocratise encore plus les cybermenaces. Il faut aussi que nous, en tant que défenseurs, on l'utilise pour accélérer nos investigations. Et nous, dans notre produit, il faut aussi qu'on commence à mettre en œuvre l'IA pour aussi aider les analystes. Parce que face à de plus en plus de menaces, humainement, c'est pas forcément possible de traiter des dizaines, des centaines d'incidents chaque jour. Et donc le but, c'est de trier, de prioriser. Et ça, les IA peuvent nous aider à accélérer et être des nouveaux... ça va pas remplacer l'humain, mais ça peut augmenter nos capacités pour aller plus vite dans le verdict. Est-ce que c'est un faux positif? Est-ce que c'est un vrai incident? Et focaliser les gens sur ce qui est important. Et alors pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans les métiers de la CTI, est-ce que vous avez des conseils à partager? Moi, je dirais un peu comme tout le temps qu'il faut être curieux et essayer d'exploiter un grand nombre de ressources qui, fort heureusement, sont bien et facilement disponibles aujourd'hui. Donc des podcasts, des livres, des émissions, des blogs d'entreprises cyber, un peu comme nous on fait. Donc aujourd'hui, ça c'est vraiment démocratisé. Les équipes qui font de la CTI publient leurs recherches. Ce qu'on fait nous et ce que d'autres font aussi, c'est qu'on détaille aussi notre méthodologie d'investigation. Donc n'hésitez pas à aller voir comment on fait pour apprendre à copier un peu ces méthodes d'analyse et ensuite avoir vraiment une vue haut niveau sur ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il faut aussi intégrer l'analyse géopolitique, l'analyse stratégique, être attentif à ce qui se passe sur la scène internationale, être attentif sur ce qui se passe dans le monde des technologies, puisqu'il y a un grand nombre d'entreprises, voire toutes, qui les adoptent en continu. Nicolas, peut-être un conseil pour se lancer dans ces métiers-là? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de formations dédiées à ça, même si on est de plus en plus sollicité pour créer des modules, pour intervenir dans différentes écoles, que ce soit technique ou non technique, et partager, présenter ce que c'est que la CTI, mais aussi comment on en fait, en termes comment on rédige un rapport, comment on investigue ou comment on analyse un malware. Donc on fait de plus en plus ça pour de nombreuses écoles. Et aussi dire c'est pas limité au profil technique. Livia en est un bon exemple. Le but c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires, même si ça reste un métier un peu de niche, la CTI, par rapport à tout l'éventail qu'il y a dans la cybersécurité. C'est des métiers qui ont de l'avenir parce que des menaces il y en aura toujours de plus en plus. On a besoin de les analyser pour détecter, pour sensibiliser, pour aider les décideurs à prendre les bonnes décisions. Et donc il faut pouvoir, je pense, être passionné, curieux, comme disait Livia. C'est vraiment les qualités premières d'un analyste CTI.
Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci Livia, merci Nicolas d'avoir participé à cet épisode enregistré en partenariat avec Sequoia dans vos locaux à Rennes. Merci pour l'accueil, merci à Arnaud Deschou pour l'organisation, merci à Freddy Milesi pour son soutien au podcast. J'ai adoré en apprendre plus sur les coulisses du renseignement cyber. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous trouverez évidemment dans la description de l'épisode les liens vers le site internet de Sequoia, vers leur blog. Voilà, on va vous ajouter de la documentation. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.